Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription. Très heureux de vous avoir à m'écouter aujourd'hui. C'est l'été, on est heureux, les activités ont reprise. Alors oui, ça y est, c'est parti. En mai dernier, je suis allé voir un show pour la toute première fois depuis la pandémie. Dans les dernières années covidiennes, j'ai donné beaucoup de concerts et je suis allé au cinéma quelques fois, mais je n'avais pas encore vu un être vivant exécuter son art devant mes yeux dans une salle fermée. Et comme je l'ai souvent dit, j'ai un grand amour pour le stand-up. C'est une de mes choses préférées. C'est aussi la chose qui me manquait le plus alors que nos activités étaient très restreintes. Et bizarrement, j'étais un peu craintif d'y retourner parce que les salles ou les cabarets, devrais-je dire, sont minuscules, serrés, et beaucoup de gens tassés les uns contre les autres. Ainsi, avec mes 4 doses de vaccin et un tout petit peu de courage, j'ai décidé d'aller voir l'humoriste David Bocage, qui a été l'un de nos premiers invités à l'émission, alors qu'il faisait un rodage de sa nouvelle heure au bar Le Terminal. Et comme tous les shows de ce genre, il y a une première partie. C'est l'occasion de découvrir quelqu'un de nouveau dans le métier. Et donc, après 2 ans et demi à ne pas avoir vu un seul stand-up, je suis assis confortablement dans la salle et une voix off annonce au micro « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Charles Pellerin. » Diplômé de l'École nationale de l'humour en 2016, Charles Pellerin donne dans le stand-up classique, sans artifice, avec des angles originaux et une bonne dose de réflexion. Sa manière unique de voir le bon côté des choses l'empêche toutefois de tomber dans le cynisme. Il a été artiste Zoufest de l'année en 2018, spectacle média de l'année 2019 pour Gratte-Ciel, numéro remarqué dans le cadre du festival Juste pour rire 2018 à 2021. Aussi, il fait la première partie de plusieurs artistes comme Jay du Temple, Catherine Levac et François Bellefeuille. À la télé, on a pu le voir dans The Rose Battle, l'Open Mic 2 et Bonsoir, bonsoir. Charles travaille activement à l'écriture de son prochain spectacle, Les cheveux au vent, dans lequel il revient sur les 2 années mouvementées durant lesquelles il a commencé à perdre ses poils, résultat de l'alopécie, une maladie sans risque pour la santé, mais qui a pour le moins changé son look. Il présentera une première version du spectacle à Zoufest les 14, 21 et 23 juillet à la balustrade du Monument national. Voici ma discussion avec l'humoriste Charles Pellerin. Regarde, et c'est parti de toute façon. Bonjour Charles. Yes, salut Fred. Ça va? Ça va toi? Yes. Oui, on parlait que comment c'est rassurant d'avoir un musicien qui s'occupe du son d'un podcast, mais toute l'affaire de les gens qui cordonniers mal chaussés, c'est vraiment le cas. Je connais pas de bons musiciens qui ont des bons systèmes de son à la maison, honnêtement. Là. Même moi, ma blonde est violoniste, et moi je suis musicien, et les deux, on a... Écoute, c'est un peu gênant l'équipement qu'on a pour écouter de la musique. Là. C'est vraiment pas... c'est pas top. Non, puis et même encore... Les vieux écouteurs qui donnent dans l'avion, puis... ouais, non, c'est ça. Là. Puis même le setup pour mettre les disques, tu sais, je veux dire... tu sais, je parle de disques, là, je mets des vieux disques compacts, tout ça. Donc, c'est pas très mon truc. Mais en tout cas, écoute, premièrement, je suis super content que tu sois là aujourd'hui. Je vais faire quand même une mise en contexte par rapport à moi, par rapport à la première fois que je t'ai vu. Invitation de l'ami David Bocage qui est venu ici il y a plusieurs épisodes. Il faisait un rodage de son show, son deuxième show qui s'appelait Essai-Erreur. Il faisait ça au Terminal, à la salle Terminal sur Mont-Royal-Est
Pour ceux qui sont jamais allés, je sais que tout le monde en vénère le bordel. C'est une super place, mais moi, j'ai vraiment un attachement au terminal. Je trouve que c'est un endroit chouette. Je trouve que la séparation, c'est le fait qu'en haut, au deuxième étage, c'est le club d'humour. En bas, c'est le restaurant. Il y a quelque chose de vraiment... Puis il y a une terrasse extérieure sur la rue, surtout l'été. C'est vraiment... C'est un bel endroit. Et donc, il m'invite pour voir son show. C'est super cool. Et là, il me dit, attends, tu vas voir, ma première partie est vraiment cool. Charles Pellerin qui s'en occupe. Et écoute, je vais être super franc si tu me donnes... Oui, vas-y. Oui, OK. Alors, et là, t'es arrivé sur scène, t'es allé avec quelque chose de disons-le, assez classique. Bon, une blague, il y avait un petit punch, une blague, une punch. T'as fait ça comme 3 fois. À la 3e blague, petit rappel de la première blague par un petit jeu de mots qui était présent. Puis là, je me disais, OK, quelque chose d'assez clean, propre. Et c'était vraiment un piège. Je me souviens que c'était un piège à ce moment-là parce que là, j'étais avec un ami, je dis, je le regarde, je fais, OK, ça va ce genre de première partie-là. Et tout à coup, je sais même pas comment tu as réussi à transformer le moment. Là, tout d'un coup, on est allé dans... Ouais, mais après, on est tombé dans l'intimité de ton histoire. Là, t'es allé dans le vrai storytelling de ta personne. C'était plus d'observation. C'était plus... Et là, les murs ont commencé à trembler. Là, ça commençait à rire fort. Là, il y avait une espèce de vague super tripante. Et j'étais vraiment impressionné. Ça a terminé, puis j'étais wow! J'ai vécu un super beau moment. Tout de suite, même après le show, j'étais à voir David, j'ai dit, écoute, ce Charles-là, c'était exceptionnel. J'ai tellement trouvé ça fort. Puis j'ai dit, j'ai même eu un peu peur, parce que j'ai dit souvent les gens, j'ai dit j'ai un peu peur pour toi, parce que j'ai dit souvent les gens vont prendre une partie un peu plus, des fois insécure, parce que ça c'est maillet les gens qui font ça, c'est pas quelqu'un qui est moins prêt à en prendre une partie pour pouvoir chaîner, mais non, David avait la bonne idée d'aller chercher quelqu'un qui était de bon niveau, du même niveau que lui, en fait, même si vous êtes complètement différents, ça n'a rien à voir le mot que vous faites les deux, mais je trouvais que ça s'accompagnait bien. Et tout de suite, je me suis dit, écoute, je veux discuter avec ce gars-là. J'ai envie de le connaître un peu plus. Parce qu'après, David m'a raconté un peu tout ton processus de travail que j'ai trouvé complètement fascinant, des shows que tu as fait dans Hochelaga, que je ne pouvais pas assister. J'ai envoyé mes espions, mes chers amis. Ça. Tu m'as fait de la promo. Je t'ai fait de la promo. Ils sont allés voir, ils ont adoré. Mais avant d'aller dans tout ça, on va aller à la case départ, mon cher. Qui es-tu? D'où viens-tu? Tu viens de quel endroit? Je viens, c'est là où ça se garde, je viens de Laval. Tu viens de Laval? Ouais, je viens de Laval. Est-ce que moi, j'ai un poste à l'Orchestre symphonique de Laval. Ah je travaille à Laval. Ça. Ah, bon. J'adore cet endroit. Un initié, moi aussi, j'aime Laval. Je trouve que ça a la mauvaise presse, mais puis en plus, c'est un endroit où plein d'humoristes ont commencé. Là, c'est vraiment une fourmilière d'humoristes. Ouais, puis c'est un monde culturel en soi. Regarde la preuve. Une preuve que Laval en soi est un univers. Ils ont leur orchestre symphonique. C'est bête à dire, un orchestre symphonique qui s'impose dans une ville, ça prouve qu'il y a une espèce d'économie, d'autosuffisance qui se crée. Puis Laval, sérieusement, quand tu habites là, t'as pas vraiment besoin d'aller tant que ça à Montréal. T'sais, pour certains jobs, là, tu peux revivre là, puis t'auto-suffire, puis c'est bien correct. C'est exactement pour ça que les gens déménagent à Laval. Je pense que c'est pour ne pas aller à Montréal. Mais donc, toi, tu viens de là-bas, t'as grandi. Ouais, j'ai grandi à Laval, à Auteuil. OK. Puis j'ai été là de 0 à 19 ans. Mes parents, en fait, ma mère vient de Montréal, puis mon père a grandi à Laval. Fait que j'ai été à la même école secondaire que mon père. OK, nice. Et t'as fait donc ta scolarité, si on peut dire ainsi, secondaire, primaire, secondaire et cégep aussi? Oui, exact. J'ai été au Collège Laval, au secondaire, puis j'ai été au cégep Montmorency à Laval. En quoi tu as étudié au cégep? J'ai étudié en impro. Je pense que c'est ça mon diplôme d'études collégiales, mais j'ai choisi communication. OK. Parce qu'il y avait, il y avait de la radio, il y avait de la télévision. Je me disais, c'est peut-être les trucs qui se rapprochent le plus de l'humour, parce que c'est déjà ça que je voulais faire. Là. D'emblée, quand je me suis inscrit, je voulais aller à Montmorency parce que, historiquement, l'équipe d'improvisation est légendaire. Là. Je veux dire, tout le monde est... Tu me l'apprends, je savais même pas. Ouais, c'est le mime de Montmorency. Ça a été créé par Claude Legault. Puis Benoît Chartier, je le mentionne parce que ça pourrait le froisser si on mentionne pas son nom. Là. les deux créateurs de cet endroit dit mythique, on pourrait dire. Okay, exact. Okay. Et ensuite, moi, j'ai joué la même année que Pierre-Luc Funk, qui était à la LNI, mais en fait, il jouait à la LNI pendant qu'il était au cégep avec moi. Puis avant ça, il y a eu Mehdi Boussaïdan, il y a eu Phil Roy,
Il y a eu Stéphane Fallu. Je pense qu'il y a eu Rachid Badouri qui est passé à Montmorency. Non, c'est... Mais ces gars-là, ils étudiaient-tu aussi en communication? Je pense que oui, pour la plupart. OK. Ouais, je pense que c'est comme le programme... mais c'est un le programme plus facile pour nous. Un programme intermédiaire, mais dans le sens que vous êtes communicateur, puis je veux dire, c'est pas nécessairement ça que vous apprenez, comment faire des jokes ou comment monter un show, mais vous apprenez aussi toute l'espèce de médium, puis comment maîtriser ça. Parce que même, écoute, tu me l'apprends, mais il faut dire que la dernière fois, j'ai quitté le cégep en 1999, puis les programmes en communication DEC, je pense, ça se donnait genre au Lac-Saint-Jean, ou une espèce de... ou à Jonquière, oui, pardon. Oui, c'est ça, mais ça, c'est le programme ATM. OK. Qui est un 3 ans, ça c'est une technique. Oui. Fait que ça c'est vraiment pour les gens qui veulent faire ça en sortant du cégep. Mais à Montmorency, c'est une autre patente. Là, c'est pas professionnel. Là, OK. Donc c'est pour une espèce de connaissance de base. Un peu comme si tu vas en sciences humaines, tu vas pas devenir sociologue à la fin, tu vas apprendre l'état général de ce que c'est, puis après tu choisis pour l'université qu'est-ce qui se passe. OK. On faisait un peu de montage, on faisait un peu des émissions de télé qu'on fabriquait nous-mêmes de toutes pièces. C'est un peu le 360 de la communication. Mais en même temps, tu as appris, je présume que tu as pogné un paquet d'outils pour ce que tu fais aujourd'hui aussi à travers ça. Évidemment, humoriste aujourd'hui, tu dois être capable de faire un peu de tout. Là, en fait, c'est drôle, mais ça l'a surtout perfectionné l'humoriste parce que c'était des travaux d'équipe, fait que souvent les rôles étaient divisés de manière à souligner les forces de chacun. Fait que moi, rapidement, j'ai été placé dans un rôle où j'étais capable de parler sur une base prolongée, disons. Là. Je pense qu'au cégep, il y a beaucoup de monde qui cherche leurs mots, ou début d'émission de télé très protocolaire. Puis moi, je pense que j'avais déjà un peu... un certain lousse qui venait de l'improvisation. Fait que j'ai été placé là-dedans, puis c'est les autres qui chapeautaient la technique, puis tout ça. Fait que j'ai touché à absolument rien d'autre que ça, c'est drôle. L'art de la parole. Mais l'art de la parole, et là, tu dis l'impro. Tu dis, surtout, j'ai étudié en impro pendant 2 ans. Avant ça, au secondaire, c'était quoi les intérêts? Est-ce que tu as choisi la communication, mais quand tu es allé en communication, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y avait une ligue d'impro là? Ou l'impro, c'est déjà avant fin secondaire? Parce que je sais que c'est de plus en plus populaire dans les écoles. Ça avait commencé avant un peu? Ouais, tu sais, moi, j'ai magasiné mon cégep en fonction de l'équipe d'impro. OK. On va jusque-là. Là. Ouais, je pense que j'avais le côté rigoureux d'un élève qui choisit son programme de médecine ou de droit, mais pour l'improvisation. Tu sais, moi, l'année secondaire 5, j'ai été voir les matchs d'à peu près toutes les écoles au cégep. Tu sais, j'ai été à Montmorency souvent, j'ai été voir André Grasset, j'ai été à Saint-Laurent, j'ai été voir au collège Lionel Groux, puis la salle que je préférais, c'était Montmorency. Tu sais. C'est là que je m'identifiais, fait que c'est pour ça que j'ai choisi un programme qui était disponible à Montmorency. Tu sais. Wow! Ouais. OK. Parce que moi c'était déjà mon objectif. Tu sais, je pense que j'ai peut-être un côté hyper performance, disons. Là, j'avais déjà un peu choisi le parcours que j'allais avoir. Moi, le plan, c'était de faire le cégep, puis après ça, de faire l'école de l'humour. Puis avant ça, c'est vers secondaire 3 là, que l'improvisation a vraiment commencé. Ça a été... par hasard un peu? Oui, par hasard, parce que quand tu t'inscrivais au Collège Laval, tu avais 3 options. Tu avais musique, tu avais art plastique, puis tu avais art dramatique. Moi, je suis la première année du programme d'art dramatique au Collège Laval, puis je l'ai choisi par élimination parce que la musique, j'en avais fait beaucoup au primaire. Puis on avait un professeur très intense. Là. Il nous faisait faire du psalterion, puis on enregistrait des albums. Puis c'était tu jouais quoi? Du psalterion, justement. OK, carrément, c'est ça. Ouais. OK. Ouais. Je pensais que c'était une initiation à un paquet de trucs. OK. Non, on jouait du psalterion de manière rigoureuse. Puis c'est ça, je trouvais ça un peu trop. Fait que l'art plastique, c'était pas une option. Je pense pas que j'avais les talents pour. Fait que j'ai choisi art dramatique par défaut. Par défaut. Puis j'ai adoré ça, en fait. Je suis quand même de nature réservée. Ouais. Puis on dirait qu'en impro, ça a été facile dès le départ. Je trouvais que les gens les plus naturels au quotidien ou à l'école avaient de la difficulté à s'abandonner. Ouais. Peut-être parce qu'il y avait un statut social d'acquis, mais moi on dirait qu'en improvisation c'est là que j'étais capable, tu sais. Wow. J'avais pas à être moi, tu sais, t'es un personnage, t'es tes idées, c'était plus facile de me détacher de moi. Ça va vite. Ça va vite, t'as pas le choix de te laisser aller, puis de... Ouais, de te laisser aller, t'as pas le temps non plus de t'attacher sentimentalement à ton personnage, tu sais, ça va comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y en était de...
cool, parce que l'impro, c'était un des volets de l'art dramatique, mais qu'est-ce qu'il en était d'apprendre des textes, de faire des scènes, de jouer de cette façon-là? Est-ce que ça t'allait aussi un peu? Ou? Ouais, assez bien, mais l'accent n'était pas mis sur la pièce de théâtre. La pièce de théâtre était toujours un peu secondaire dans le cours d'art dramatique. C'était un peu drôle à dire, mais il y avait une pièce de fin d'année, puis les rôles étaient attribués à un certain moment de l'année. Puis après ça, il y avait quelques répétitions, mais la plupart lisaient leurs lignes avant de monter sur scène à la fin d'année. C'était pas très discipliné. Moi, je viens de Joliette, puis l'école d'art le volet art dramatique de mon école secondaire, c'était tellement sérieux, c'était tellement sévère. Puis la pièce était le moment de l'année sacrée, là, tu sais. Donc, c'est carrément l'opposé. Dans ma tête, j'ai encore cette idée-là que la pièce, c'est le truc, mais c'est cool aussi. En même temps, ça n'a pas donné... Sûrement que cette attitude-là, un peu plus lousse, dans le programme, t'a probablement encouragé à continuer là-dedans. Ça avait été super sévère, puis que l'impro avait été quelque chose de pas sérieux. Parce que c'était sérieux, quelque part, dans l'impro, assez tôt. Ouais, assez tôt. En fait, pendant 3-4 ans, je me suis pas inscrit dans l'équipe d'impro du collège parce que je jouais au hockey. OK, t'es un joueur. Je suis un joueur de hockey raté, c'est ça. OK, ouais. Mais fait que mes amis, mon entourage, était beaucoup autour du sport. Okay. Puis l'improvisation était un peu perçue comme quelque chose de ringard, disons, ou de... C'était pas pleinement valorisé. T'sais, à mon école, plus que dans les autres écoles, c'était quand même reconnu, mais pas comme le sport. Fait que ça m'a pris plusieurs années avant de m'avouer que j'avais envie d'essayer ça. Ouais. Fait que c'est à secondaire 4 où j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai fait le camp d'impro. J'ai fait l'équipe d'impro, puis à partir de là, je ratais des matchs de hockey pour mes tournois d'impro. Puis, tes parents ont dit hey, on est tanné de payer pour tout ça, les cours de hockey. Faut que tu fasses un choix. En fait, ils ont continué à payer, même pendant l'école de l'humour. T'es-tu sérieux? Ouais, j'allais jouer il était smart. Hockey. Il était assez smart. Puis qu'est-ce que... Malgré tout ça... Mais aussi, parlons de l'impro un instant, parce que l'impro, c'est quand même... Instinctivement, c'est associé à l'humour, on dirait. C'est comme, tu sais, on a beau dire impro. Je sais qu'il y a eu un moment donné un mouvement, je me rappelle, aux États-Unis, où est-ce qu'il y avait de l'espèce d'impro, même dramatique, où est-ce que les gens essayaient de toutes sortes de styles, mais au Québec, notre impro, c'est quand même humoristique avant tout, non? Oui, parce que c'est basé autour du jeu du hockey. Il y a un élément de compétition, puis qu'est-ce qui vend le plus ou qui séduit le plus les foules, c'est le rire. C'est le rire, sauf que quand tu plonges un peu dans le milieu de l'improvisation, tu vas voir des ligues comme la Lime au Lion d'Or. Mais là, c'est de l'impro un peu plus théâtral. On se permet d'aller dans différentes zones. Il y a de la musique pour accompagner. Donne-moi donc un petit cours d'impro. OK, la Lime, c'est quoi ça? Ligue d'improvisation montréalaise. De Montréal, carrément. Ouais, exact. Ça, c'est la ligue... selon moi, c'est le spectacle le plus intéressant à aller voir en impro à Montréal. À moins qu'il y ait une troupe indépendante ou quoi que ce soit, là, mais je dirais que le spectacle régulier, c'est ça. Tu as la LNI, en parallèle, qui est la formule standard qui a fait connaître l'improvisation. Puis après, tu as toutes les ligues de bar. De bar, oui, c'est ça. Il y a des ligues de bar qui existent aussi. Fait que la Sprite, la CIA, ça, c'est des ligues, justement, où les joueurs ont d'autres travails. Il y en a certains qui sont comédiens, qui écrivent un peu. D'autres amateurs, d'autres... OK. Ouais, exact, qui se rencontrent. Souvent, les joueurs vont boire, en fait, au banc. Alors que certaines ligues, on fait pas ça. Il faut rester clean, je présume. Ouais, c'est ça. Ça dépend du décorum. Mais généralement, ces ligues-là sont plus axées sur le punch, faire rire. C'est un peu plus dirigé justement vers l'humour. OK. Toi, t'as fait partie de seulement la ligue secondaire, cégep et c'est tout après? Ou t'as pas fait la LNI, t'as pas fait ces ligues de Montréal? Okay. En fait, c'est un peu... c'est difficile de faire les deux quand tu fais de l'humour et de l'impro, parce que l'humour, tu joues environ 5 soirs semaine, 6 soirs semaine. Puis l'impro, ça te prend un soir par semaine de manière régulière. Fait que pour jouer dans une ligue, il faut que tu sois prêt à sacrifier, disons, ton mardi de chaque semaine pendant toute l'année. Ouais. Là, puis ça, quand tu commences en humour, c'est pas réellement possible. Ouais, fait que, parce que tu prends les spots qui sont ouverts. Ouais, c'est ça. Point final. Exact. Fait que j'ai fait des ligues d'été un peu. J'ai joué, mais tranquillement, je me suis détaché de l'improvisation. Je trouvais que j'avais atteint un peu...
des limites artistiques pour moi. En fait, j'étais plus stimulé par l'humour. Je trouvais qu'en impro, tu sais, le jeu est spontané, mais quand tu te mets à jouer un peu plus, tu commences à reconnaître des patterns, puis tu te mets à rejouer des impros que tu as déjà joué. Puis c'est un univers en soi. C'est ça, ouais. Puis comme tu dis, au début, je présume, quand tu commences, t'as rien là, dans ton sac, là, t'as pas d'outils, tout ça. Puis là, après un certain temps, tu connais un peu les petits twists pour aller faire ta place, puis aller, comme tu dis, scorer. C'est carrément, c'est comme du hockey, là. C'est vraiment, ça devient compétitif. Selon les ligues, t'as un différent statut social, un peu. Il y a tout cet univers-là un peu politique de l'improvisation non dit qui peut, c'est drôle, qui peut effriter, mais oui, c'est parce que c'est un tout petit milieu. Mais c'est un jeu qui te permet d'avoir un peu de pouvoir, un peu de statut, tu sais. Puis il y a des gens qui s'accrochent à ça, peut-être à défaut d'avoir une carrière dans le domaine des arts, ou tu sais. Fait que il y a différentes énergies en impro. OK. Et là, tu termines ton deck en impro et tu t'appliques tout de suite à l'école de l'humour. C'est comme tu disais, ton plan il était dessiné, tu avais décidé. J'organisais des soirées d'humour au cégep aussi. OK. Ouais, je contactais moi-même des agents d'humoristes, puis j'organisais des spectacles où je faisais un nouveau numéro par mois avec des humoristes de la relève. Là, des fois, je regarde les line-up pour le plaisir, puis c'est tout du monde qui ont une carrière aujourd'hui, qui venait jouer pour 25$ à Laval. Là, qui donc, Catherine Levac, Catherine est venue, Mehdi, Jay du Temple. Wow. Tout le monde est venu. Daniel Grenier est venu. Mais c'est un bon joueur, Daniel. Ouais, vraiment. Il est très cool. Puis, OK, donc tu avais organisé ça. Donc, déjà, tu te mettais... je présume que tu observais beaucoup. Est-ce que tu allais voir beaucoup des shows? À chaque semaine. Chaque semaine. Ouais. Donc, tu étais au courant de ce qui se passait, là? Absolument. Moi, à partir de secondaire 3, j'étais au ZooFest avec ma passe. J'allais voir tous les shows. J'allais voir En route vers mon premier gala. Qui est super rentable en passant, cette passe-là. Ceux qui savent pas quoi faire, ça coûte pas cher, puis ça donne accès à tellement de choses, là. Non, mais c'est vrai. 40$, puis tu peux voir à peu près 40 shows, disons. Non, ça n'a pas de bon sens, tu sais. C'est moins cher qu'aller au cinéma, c'est moins cher que... En tout cas, si vous savez pas quoi faire cet été, une passe de ZooFest, là, puis le tour est joué, vous allez avoir du fun, là. Et donc, tu as commencé déjà, c'est ça, à tout aller voir les styles. Je présume que là, tu essaies de te définir. Puis là, tu fais ton audition à l'école. Puis à l'école, ça, c'est quoi l'audition? Comment t'as auditionné ça cette fois-là? C'est quoi? T'es avec des personnages? Qu'est-ce que t'as fait? Non, j'étais en stand-up. En fait, secondaire 5, mon premier numéro, j'avais fait un personnage à secondaire en spectacle. Mais au cégep, j'ai progressé vers le stand-up un peu plus en moi-même. Puis j'avais fait un numéro d'observation, là, à peu près comme typique. Le début de mon numéro, très typique, mais qui allait bien, qui était un numéro abouti, puis somme toute efficace. Puis après ça, on était convoqués pour une journée d'audition qui était de l'improvisation pendant 8 heures environ. OK. Fait que pour moi, c'était assez naturel, là, le processus d'audition. C'est toutes des choses que je faisais déjà. Puis that's it. C'est juste ça, l'audition. T'es rentré, that's it, et là, c'est combien de temps? C'est 2 ans. Ouais, exact. C'est 2 ans la formation dans laquelle vous travaillez, vous montez, en tout cas, vous analysez, vous travaillez des trucs, des numéros, tout ça, mais à la toute fin, tout ça, c'est pourquoi? Pour préparer un 10 minutes? 5 minutes. 5 minutes, c'est ça, c'est tout petit. Toutes les 2 ans d'école de l'humour sont toujours axés autour de 5 minutes. Fait qu'à chaque semaine, le vendredi, tu présentes 5 minutes. Mais 5 minutes différents. 5 minutes différents pendant 6 semaines. Puis après ça, tu retravailles le même 5 minutes pour le spectacle de fin de session. OK. Puis tu rejoues le même 5 minutes devant tes collègues. Là. OK. Fait que je te dirais que la 10e semaine, à écouter le même numéro, plus ou moins 2 jokes, c'est difficile comme exercice. Là. Moi, j'avais commencé à écrire carrément 5 nouvelles minutes sur le même thème. Juste parce que c'est insupportable, là, jouer le même numéro devant des gens qui le connaissent. Mais pourquoi faire... C'est une drôle de technique quand même un peu. Je suis pas certain, moi, on dirait. Je suis pas super... moi non plus. Je suis pas convaincu que c'est la meilleure affaire. Surtout en plus que vous êtes tous témoins de l'évolution des 5 minutes de tout le monde. Puis là, vous pouvez voir, puis là, c'est rendu dans la virgule près là, du mot. Là. Mais c'est tellement anti... il me semble que c'est un peu anti de ce qui se passe en ce moment après dans la réalité du travail. Ouais, je pense que c'est une mentalité très, très Louis-José Hood. OK. Tu sais, je pense qu'à ce moment-là, Louis-José Hood sortait peut-être ses documentaires, là, tu sais,
petit précis du comique, cette mentalité-là de... Ben, c'est une façon de faire. C'est ça, c'est une façon de faire, mais qui était généralisée pour tous les étudiants. Okay. Moi, je pense que c'est une méthode qui me convient bien, somme toute, mais je pense que c'était pas facile pour la plupart de mes collègues. Puis moi, je comprenais pas pourquoi on jouait pas devant des gens qui ne nous connaissent pas. Oui, mais c'est surtout ça. C'est surtout de tester la réaction dans le vide, là, le pur vide. Moi, j'aurais invité des gens de l'extérieur, ne serait-ce que 20 personnes de l'extérieur, gratuitement, à juste venir assister au vendredi. Peut-être même que j'aurais fait sauter une semaine aux humoristes. Tu fais 10 minutes, mais une semaine sur 2. Ben oui, comme ça, tu as le temps encore de creuser un peu plus puis d'essayer de trouver des... Exact, tu as le temps d'analyser, tu as le temps de regarder tes collègues sans stresser. Non, c'est ça. Puis, non, je suis surpris. En fait, tu m'apprends quelque chose aujourd'hui. Je savais pas à l'école, c'était comme ça. Mais c'est toujours drôle parce que, tu sais, j'ai des amis aux États-Unis qui font leur chemin, puis tu sais, ils sont fascinés par l'école de l'humour de Montréal parce qu'ils disent ça n'existe pas chez nous. Chez nous, c'est plus... T'as un temps de bar dans une semaine qui est booké, puis là, il faut que tu arrives avec justement 5 minutes. C'est un open mic. Puis les open mic, ben, c'est ça l'école. Il n'y a pas d'autre école. C'est d'aller faire du stage, puis c'est de se faire mal. C'est surtout de se faire beaucoup mal, puis de te définir, puis d'en faire et d'en faire et d'en faire. Et c'est drôle de penser que toute cette écriture... Je peux comprendre, par contre, d'aller étudier pour apprendre à faire justement un scénario comique ou écrire du sketch, mais pour du... En tout cas, écoute, mais en même temps, tu as fait ton 5 minutes que je te disais tantôt avant qu'on vienne en ondes, que j'ai vu, mais j'en ai tellement vu que je sais plus c'est qui fait quoi. Puis c'est juste l'année après toi que j'ai commencé à faire des critiques. Ben là, je mettais tout dans un carnet, puis là, j'étais bien organisé. Avant, je n'étais pas organisé, je le faisais par pur plaisir, donc j'oubliais un peu ce qui se passait. Puis je pense que j'étais oubliable à l'école. Ah ouais, tu penses? Ouais, je pense que j'étais efficace. Quand tu regardes ce vieux 5 minutes-là? Ouais, j'étais efficace, j'étais bon, mais très facile à oublier. OK. Il n'y avait pas une marque, il n'y avait pas un... Tu sais, comme, regarde, par exemple, l'année qu'on disait, l'année suivante que je suis allé juger, il y avait Sam Cyr qui était là. Et Sam, il y en a d'autres encore qui font partie de sa cohorte, qui ont des carrières, qui parlent. Mais je me souviens que quand Sam a terminé, j'ai fait lui, c'est sûr qu'on le voit. C'est sûr qu'on le voit partout, dans quelques années, dans 4-5 ans. Et de fait, 4-5 ans plus tard... Il a écrit un livre, il a son podcast. Je pense qu'il est en rodage. Ouais, peut-être exact. que je me trompe pas. Parce que Sam a son énergie particulière. Tu le reconnais, sa voix. Ah oui, mais même le look, même le regard, l'espèce de regard qu'il y a sur la foule quand il raconte ses trucs. Salut, bitches! Son petit... non, ses catchphrases. Il y a ses catchphrases, c'est drôle au bout. Moi, je l'adore. Mais lui, il avait réussi. Puis d'autres, il y en a d'autres dans le tas que tu vas dire, OK, c'est pas encore tout à fait rendu là. Ou peut-être qu'il était... Je présume qu'il y a des gens même qui étaient prisonniers de leurs 5 minutes, qui sont pris là et qui pouvaient pas faire autre chose. Tu travailles tellement le même numéro que t'en viens à oublier pourquoi tu fais ce numéro-là. Puis t'es en survie pendant l'école de l'humour. Ça se veut un showcase. Il y a des critiques pour aller voir des amateurs. Là. C'est pas, des agents aussi, tout ça. Là. Des agents. Puis là, il y a des gens qui se sont fait approcher la journée même du Club Soda. Puis là, ça, c'est... Oh, OK, il y a une compétition qui s'installe à l'école de l'humour. Il y a des élèves qui sont un peu poussés par l'école, qui commencent à avoir des auditions à l'extérieur. À cause de Louise, à cause des professeurs. Mais t'as quand même aimé ton séjour à cette école-là? Oui, j'ai aimé, puis surtout à cause de certains de mes collègues. Disons, moi je suis rentré avec... on était 4 amis. On est rentré 4 amis à l'école de l'humour. Fait que ça a été génial. Je veux dire, 2 années avec tes meilleurs amis en humour à faire quelque chose que t'aimes, ça, c'est génial. Puis le processus d'apprendre à écrire, puis de te dire, hey, j'ai 2 ans. J'ai 2 ans devant moi, là, juste à me concentrer là-dessus. C'est rassurant pour mes parents. C'est vrai, l'école, somme toute, c'est pour rassurer les gens dans leur démarche artistique. T'sais. Puis j'ai rencontré des professeurs, ces expériences-là de se comparer. C'est important parce qu'après, tu vas le vivre à l'extérieur, puis tu as l'occasion de changer un peu ta réception par rapport à cette énergie-là. Fait que j'ai aimé l'école pour ça. Mais je suis quand même critique de certaines choses qui semblent vouloir se corriger de ce qu'on me dit, mais
je trouve qu'il y a un manque d'ouverture vers l'extérieur. Non, c'est ça. Il faut faire... Ben, écoute, ça va changer avec le temps parce que l'humour est en train... L'humour change beaucoup en ce moment. Mm-hmm. Même dans les styles, mais dans le format, dans la présentation. Ce qui m'amène à toi, parce que là, écoute, t'as quel âge? C'est indiscret. Mais... J'ai 27 ans. T'as 27 ans. Tellement jeune. Très indiscret, Fred. Ouais, mais t'as fini, c'est parce que t'as terminé en 2019? J'ai terminé en 2016. Pardon, t'as fini en 2016. Ouais. Et là, tout de suite ensuite, tu t'es mis à faire des... Bon, t'as fait des animations ou les lundis de l'humour du jockey. Exact. T'as été artiste ZooFest de l'année 2018. Ouais. Ensuite, tu avais fait un numéro gratte-ciel qui avait eu un pas pire succès. Tu as fait des premières parties, des grosses premières parties, entre autres de Hadid, de Catherine, de Jay du Temple. C'est quoi? Jay avait fait un show au Centre Bell, c'est quoi? Il y avait 10 000 personnes. 10 000 personnes au Centre Bell. Donc, tu as goûté à ça, cette espèce de truc-là. C'était cool? Ouais, c'était vraiment cool. T'as aimé ça? Ouais, j'ai aimé ça. C'est passé très vite. J'ai fait 25 minutes, mais... 25 minutes, mais quand même. Ouais. 25 minutes que t'es... Le feeling, sûrement, de... Tu joues au tennis, t'es tout seul, t'envoies une balle, puis tu reçois en échange un océan de rire. C'est un peu ça, tu sais. Le sentiment doit être complètement délirant, là. Ouais, en fait, je me rappelle sentir les rires. Ouais. Mais assez loin de moi. Tu sais, je me sentais quand même dans une bulle où les rires... était un peu externe. Tu sais, j'ai le sentiment d'être très seul. Tu sais, parce que... Ah, mais à cette fois-là, oui, mais en général, quand même, quand tu fais de la scène, tu as ce sentiment-là d'être seul sur scène? Ou Pas toujours. Okay. Tu sais, dans un plus petit espace, pas nécessairement, parce que tu vois des visages, tu vois des yeux, mais là, devant 10 000 personnes, il y a quelque chose de surréel. C'est surréel. Tu sais, c'est... Ah oui, non. Même au test de son, les speakers m'ont donné des frissons. Là, recevoir le son de tout ça. Ouais. J'avais des plaques d'en face dans la journée de stress de jouer devant autant de monde. Mais le feeling, une fois là, ça a pris 2 minutes puis j'avais un peu l'impression de « Ah, c'est un show ». Au final, c'est un show. C'est un show. Ouais. Ah, c'est tellement... Ouais. Je sais pas trop, moi. Il faut dire que en tant que grand consommateur d'humour, moi, je l'apprécie dans le petit format, justement, comme quand je t'ai vu au Terminal, mais même parmi les shows les plus mémorables de toute ma vie en humour, c'était au Théâtre Sainte-Catherine. Puis c'est un endroit qui contient 80 personnes au top. Et l'espèce de proximité, l'espèce de... Puis aussi, c'est que l'humoriste doit se battre un peu sur la scène. Là, il doit aller puiser un peu plus loin dans ses blagues, même dans la façon de le livrer, parce que c'est pas facile des salles comme ça, mais en même temps, il y a une chaleur, il y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose d'humain que... Moi, j'arrive pas, tu sais, même cet été au Centre Bell, ils vont recevoir justement comme Bill Burr, j'aime beaucoup Bill Burr, mais je suis pas capable de m'acheter des billets pour aller voir ça devant une si grosse foule. J'en suis incapable. Je pense que le maximum que je suis capable d'aller, ça serait peut-être l'Olympia. Puis même là, ça... Ouais, c'est là que j'avais vu, moi. C'est là que tu l'avais vu? Je l'ai vu à l'Olympia, puis je trouvais que c'était parfait. C'est max. Ouais, exact. Max. Parce que... Puis même que même je dirais vraiment réellement, le max, pour moi, ce serait plus le Jésus à Montréal, quelque chose qui est quand même une belle salle pour ça. C'est la plus belle salle. Pour l'humour, je trouve que c'est la façon qu'elle est balayée, la façon que l'humoriste peut même se promener, puis regarder, puis pas prendre son public, c'est vraiment... Pour jouer aussi, c'est enveloppant, tu te sens bien. Ouais, c'est ovale. Donc, c'est parfait pour ça. Mais le centre... L'affaire, c'est que tu vas voir un humoriste au Centre Bell, puis t'as pas accès à l'humoriste. T'as accès à l'accumulation de ces représentations de tournée qui donne quelque chose, qui va exécuter devant vous. Ouais, exactement. Puis ça marche pas, c'est pas grave. Tandis qu'au Théâtre Sainte-Catherine, t'as accès à un individu, puis il module un peu pour toi son spectacle. Il va se fier à ce qu'il ressent des gens. Il a accès à des yeux. Les yeux, ça parle plus que les rires, là. En humour, moi, je comprends pas. Souvent, il y en a qui veulent vraiment la salle dans le noir pour que les gens soient à l'aise de rire. Moi, j'aime l'entre-deux. Ouais. Où j'ai vraiment un pouls de comment les gens se sentent. Parce que sinon, tu fais ça pour quoi un peu? Ou tu fais ça à l'oreille. C'est ça qui est bizarre. Tu fais ça à l'oreille. Puis je comprends l'idée de vouloir être dans sa bulle puis d'offrir quelque chose qui est 100% toi. Mais je sais pas si t'es 100% toi pour vrai. Quand tu revois les gens, il
t'as aussi une réaction émotive de ton côté qui est importante selon moi. Là. Non, c'est vrai, c'est vrai cette espèce de truc-là dans le noir complet. Ouais, il y en a que ça leur plaise. Il y en a que ça leur plaise, mais toi, t'es-tu déjà allé en avoir justement des espèces de gros shows Centre Bell d'humoristes que t'aimais? Non, j'ai pas vu d'humour. J'ai vu de la musique. La musique, ouais. Je me souviens que même la musique m'a dit ouais, c'est gros, hein? Moi, la dernière fois, j'étais allé voir Weezer. Il était pas venu, ça faisait un bout. Puis j'étais allé voir Weezer, puis j'ai sorti. Puis j'ai fait, non, dernière fois. Je fais plus ça. Je peux pas faire ça. Non, c'est le MTLUS, la limite, selon moi. Puis après ça, pour la musique, oui. Ouais. Pour la musique, réellement, c'est pas mal là que... Ouais, ou peut-être dehors. Tu sais, dehors, c'est une autre énergie aussi. Absolument. Tu vas à Chicago, puis c'est un autre sentiment, parce que aussi le son n'est pas restreint. Ça, c'est une autre affaire. Parce que le son, il respire, il sort, et puis il s'envole dans les airs, alors que là-bas, il y a un roule, dans ces grosses salles-là, ça roule, ça surroule même, puis le son empiète. Des fois, les accords s'empiètent, c'est complètement débile, mais ça s'empiète à ce point-là. Moi, ça me rend un peu fou. Anyway, fin de parenthèse. Mais par contre, j'ai vu Louis C.K. à la maison symphonique. Mais Maison Symphonique, c'est une bonne salle. C'est ça la différence. Puis les angles sont pas pires, puis est en bois. Ça fait une différence. Il n'y a pas un écho, insupportable. Tu sais, la preuve, tu sais, as vu Louis C.K., mais juste avant la pandémie, il y avait Yo-Yo Ma qui était venu. Yo-Yo Ma, il a fait les 6 suites de Jean-Sébastien Bach pour violoncelle solo. Il était sur scène avec son violoncelle, par cœur. Ils ont rempli sur scène, il était entouré de gens. Il n'y avait plus de billets depuis longtemps, mais il était tout seul avec son violoncelle. Pas de micro, rien. On fait tout entendre. T'sais. Wow. Donc c'est la preuve, mais là c'est sûr, il n'y a pas d'éclat de rire, donc c'est correct. Mais Louis C.K., il avait besoin de son micro. Mais même avec le micro, je dis, c'est une salle qui est superbe pour le son. On est capable de balancer les choses. Puis même pour l'humour, la dernière fois que j'ai vu un humoriste dans cette salle-là, c'était Patton Oswalt. Tu connais Patton? Oui, ben oui, je connais Patton. Il est très bon. Puis, et c'était parfait. C'était en bois. Ça fonctionnait. Il l'utilise pas assez au festival, cette salle-là. Il devrait la prendre. Même cette année, ils en font. Il l'utilise. Sûrement qu'il y a d'autres concerts en même temps ou d'autres événements, mais c'est une belle salle. Étrangement, c'est une belle salle d'humour. Oui, vraiment. En plus, Louis, c'était l'époque où il avait commencé à porter des suits. Ouais, commençait à être propre. Oui, exact, avant d'être à son plus sale. Ouais, avant de se faire... Ouais, disons que... Mais là, il a recommencé. Il a recommencé à faire ses shows, là, tranquillement. En Europe, surtout, là, pas tant ici. Et donc, donc, tu sors de l'école de l'humour. Est-ce que tu l'as eu, cette espèce de succès-là, dès le début? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait un agent qui t'avait trouvé puis qui a fait « OK, après cette soirée-là, on part ensemble ». Ça a été assez rapide. En fait, cool. Ça m'a pris peut-être 3 mois de sortie d'école avant d'avoir ça, là, cette espèce de tourbillon des agents. Puis, de choisir aussi de la bonne personne avec qui travailler. Oui, exact. Puis tu vois, j'ai eu 2 agents, puis là, je suis à ma 3e agente. Là, au final, c'est pas nécessairement la personne avec qui tu vas travailler, mais... Mais oui, en fait, au jockey. En fait, j'ai été joué au jockey début septembre, à peu près. Puis à ce moment-là, c'était peut-être la plus grosse soirée à Montréal. Le bordel n'existait pas tout à fait. Encore. C'était très récent, le bordel. Puis ça a super bien été. Là. Très, très bien été. Puis à partir de là, ça va assez vite en humour. Là. Tu joues partout. Ton nom se propage. Et t'animais ces soirées-là? Pas tout de suite. Quand je suis sorti de l'école, c'était Jay du Temple. Oui, OK. Puis il me l'a donné à la fin de ma première année de sortie d'école. OK. Lui faisait d'autres choses. Ouais. Puis, est-ce que tu faisais du crowd work? Est-ce que tu travaillais le public un peu? Ou... Pas quand je faisais un numéro, mais quand je remplaçais à l'animation, oui. Ouais? Ouais, puis en animation, à chaque fois. Comment? T'aimais-tu ça, faire ça? Oui et non. C'est difficile. Ben, c'est que... Ben, il y a des patterns. C'est ça. C'est un peu comme avec l'impro. Ouais. Ça a été cool. Ma première année, j'ai été surpris à chaque fois. Okay. Puis je pense que j'étais un peu plus... je sais pas, j'étais plus naïf, un peu plus genre bon joueur. Ouais. Mais la 2e, 3e année, tu sais, t'as des blagues qui te reviennent en tête de ta première année. Puis là, puis t'es relances, t'es repiges. T'es relances. Puis c'est souvent des questions de surface. Ah oui, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, vous êtes ensemble ce soir? Vous êtes mariés? Exact. Là, exact. tu pars avec des stéréotypes un peu, puis non.
Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de faire du crowd work original. Mais cela dit, je trouve ça drôle que tu dis ça parce que je remarque quelque chose sur Instagram en ce moment. Je suis abonné à un paquet d'humoristes que j'aime beaucoup aux États-Unis, puis c'est une bonne idée en fait. C'est qu'ils font, pour faire de la promotion, puis pour pas tuer tout leur matériel qui travaille autant, tout le monde fait un peu de crowd work et ils filment tous leur crowd work et ils les mettent à profusion sur leur Instagram comme promotion. Ben, les bonnes shots, on s'entend, ils vont pas mettre les mauvais crowd work. Et c'est assez cool parce que je remarque qu'ils prennent des routes un peu plus dangereuses, un peu plus... et justement, oui, ils sont capables d'aller dans des stéréotypes, mais dans ce cas-ci, je remarque des gens qui sont assez doués pour aller dans cette route-là. Mais écoute, le crowd work à Montréal, je sais, c'est qui la personne qui maîtrise cet art vraiment, réellement, selon toi? Ben, je te dirais, celui qui s'est le plus commis, c'est Jay. Oui. Jay du Temple, qui faisait des 1 heure de crowd work, un peu comme Todd Barry faisait. Que j'adore. À l'époque, moi aussi, j'adore Todd. J'étais allé le voir faire son crowd work show. Il était venu à Montréal, il l'a fait une fois. Après, il a fait son show solo une autre année d'après. Puis il était venu faire son podcast. Ici, une émission, il y a une époque à Just for Laugh, tout le monde venait enregistrer son podcast devant le public. Okay. Todd Barry faisait son show qu'il fait jamais devant le public. Puis c'était avec George Wallace qui était son invité. On assistait à ça. On était comme une dizaine de personnes. C'était bien bizarre. Ça coûtait 10$. Puis là, t'étais dans une petite pièce fermée où est-ce qu'il posait des questions pour t'observer le truc. Mais c'était super sympathique. Puis Todd Barry, c'est un super improvisateur. Puis il est bon pour se mettre en danger. Là. Mais tu dirais lui, ce qu'il faisait, il prenait des paris, il essayait de lire les gens. Ouais. Il y avait des dialogues un peu différents, mais à Montréal, il y a peut-être un Pascal Cameron que j'aime, qui est un peu intransigeant en crowd work. C'est intéressant, mais je trouve que sinon, la plupart du temps, moi, ça me laisse un peu indifférent. Ouais. Je trouve que c'est une béquille, puis je trouve que souvent, ça représente peut-être le défaut de l'humour. C'est un peu... C'est pas facile, mais je dirais que c'est plus simple que d'écrire un très bon spectacle puis d'être original. Mais ça, c'est certain. Sauf que pour une soirée d'humour, souvent, c'est... C'est nécessaire. C'est nécessaire. Ça vient chercher les gens, les coller, les tenir, puis les garder proches de soi. Mais je suis d'accord avec toi. Ça peut montrer la béquille, ça peut montrer certaines... En fait, c'est vrai, ça peut beaucoup montrer la faiblesse d'un humoriste quand il se lance là, alors qu'il commence un numéro, ça marche pas, puis il va regarder la première personne dans la rangée dans le vent, puis pauvre elle va y goûter. Ouais, c'est pour s'échapper de ses blagues. Vraiment. C'est plus ça. Je trouve que quand je vais voir des shows aux États-Unis, ils sont moins pressés de nous faire rire. Moi, je trouve que c'est là que c'est le plus payant. Tu sais, quand tu sens que l'humoriste veut vraiment... il cherche quelque chose, puis... puis tu vois, il prend une longue route là, pour s'y rendre, là, tu sais. C'est pas facile, mais c'est vrai que le crowd work comme ça, c'est moins fréquent. Moi, je me suis fait quand même ramasser aux États-Unis une fois par Dave Attell. Dave Attell, qui est une espèce de sommité du Comedy Cellar. J'étais avec un ami en avant. Ça allait moyen, ça, ces nouvelles blagues. C'était bon, c'était pas mauvais. Puis à un moment donné, il a spoté mon chandail jaune, puis là, il m'a pas lâché. Mais quand je dis il m'a pas lâché, là, c'était violent, là. Ça arrêtait plus, là. Puis même qu'à certains moments, il s'est senti comme presque mal pendant les jokes. Mais moi, je trouvais puis ça... après ça, t'as vu Bumpin' Mikes, puis t'as fait exactement. mais je le regardais aller, puis ça me faisait rire. Mon chum à côté était en train de suriner les pantalons complètement, tellement qu'il riait. Puis à un moment donné, même Attell, il a fait signe à une serveuse de Neboa, puis elle a dit tu prends ce que tu veux, c'est lui qui paye. Là, j'ai pu même me payer un super bon vin. Wow! Donc, puis après, il est venu me voir, il dit désolé, il dit tu m'as ouvert une porte, puis là, je me suis ben trop amusé avec ça. Là, puis là, alors, en plus, t'as pu y parler, c'est l'expérience ultime. Ouais, parce que là, il avait demandé ma profession, je jouais de l'alto, du viola, puis tout de suite, il a fait. Puis en plus, il est très cultivé parce qu'il a fait viola, parce que l'alto dans le milieu de la musique, c'est le newfie de l'orchestre. C'est un peu l'idiot de l'orchestre. Il y a même des sites internet voués à des blagues sur cet instrument-là, puis sur les instrumentistes. C'est même pas c'est vraiment pas. Parce que, on a moins de notes à jouer parfois. En tout cas, c'est stéréotypé, ça aussi.
Et là, lui, il le savait. Puis là, il fait « Hey, savez-vous? » Puis là, il commence à expliquer à toute la salle c'est quoi ma job. Il dit « Lui! » Puis là, il part, mon gars. Puis ça s'arrête. Puis, mon gars. Mais en tout cas, un beau moment que je me souvenais. Mais non, t'as raison. Aux États-Unis, ils prennent le temps d'élaborer. Puis ça, c'est le fun. C'est le fun. Puis toi, c'est un peu ça que tu fais maintenant. Je veux dire, tu essaies d'aller dans des longues histoires. La partie de show que j'ai vue qui sera présentée d'ailleurs à ZooFest, le titre, c'est vraiment ça? Ben là, il n'y a pas de titre en ce moment au ZooFest, mais le titre officiel, c'est Les Cheveux au vent. Mais Les Cheveux au vent, ça sera après le ZooFest. Parce que pour le ZooFest, comment tu vois le ZooFest exactement? Parce que là, tu vas casser une première vraie monture de ton show. Ouais, là j'ai fait 6 représentations à peu près qui étaient très exploratoires. Et parle-moi de ça. Parle de cette expérience-là. Ouais. Les fameux shows dans Hochelaga que tu as monté, que l'ami Bocage m'avait informé que c'était dans Hochelaga. Tu as loué un local dans une bâtisse locale. Industrielle. Ouais. Dans laquelle tu disais aux gens, c'était sur ton site, sur tes réseaux sociaux, venez. C'était quoi, maximum 20 personnes s'accueillir? 25. Ouais. Amenez votre alcool. Exact. Et Contribution volontaire. Puis là, tu donnais une heure de spectacle, en théorie environ. En 1h15 environ. 1h15. Et tu avais une première partie quand même, comme justement David est allé faire un tour. Un petit 15 minutes. Un petit 15 minutes, quelqu'un veut faire ça. Et tu partais. Est-ce que c'était de... Par où commencer? Par où commencer? Parce que ça m'amène à penser à ton écriture. Parce que est-ce que tu écrivais devant eux? En partie. En fait, l'idée a germé de la pandémie. Okay. En fait, moi, au milieu de la pandémie, j'ai créé un spectacle virtuel qui s'appelait Internet Aventure. Exactement. Puis, qui est encore disponible en passant? Oui, vous pouvez le louer. On peut le louer sur ton site. Sur mon site. Voilà. Puis... c'est quand même un truc très pandémique. Par contre, je sais pas si l'expérience est la même. C'est genre cette espèce de show-là que tu t'es enfermé et tu as fait ton truc à toi. Là. Ouais, c'est un peu plus de l'art vivant, mais virtuel. Bo Burnham, c'est vraiment pratiquement comme un film. Ouais, c'est vrai. Lui, c'est un film. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça s'écoute encore. Mais bref, l'idée, on vendait des connexions. Fait que t'avais 25 liens disponibles par représentation. Puis c'était parce que c'était plus simple à gérer sur le Zoom. Puis j'ai pas détesté, en fait, justement mettre des visages sur les gens qui assistaient au spectacle. Puis j'ai commencé avec un thème, j'écrivais sur le futur. Fait que ça a dirigé l'écriture, puis tout était conceptuel. Puis ça se passait aussi sur un médium numérique. Fait qu'il y avait quelque chose d'intéressant à explorer, d'avoir une salle sans public réel. Mais comment l'idée est venue à ça? Est-ce que tu avais vu d'autres gens le faire ou t'as décidé d'y aller? En fait, j'ai un ami qui m'a parlé des consoles qui existaient pour faire du streaming. C'est à partir de là que l'idée est partie. OK. Ça a juste fait, essayons. Ça peut être vraiment cool, je peux mettre du vidéo, je mettais des bruits, j'avais un numéro que je faisais qui n'est pas dans le show, mais c'était... j'avais des bruits de chiens. Okay. Très agressif, puis trop agressif, puis le numéro c'était moi qui parlais à mon chien qui était très agressif, puis je finissais par prendre mon chien qui est un petit chien frisé tout petit, tout cute. Oui, c'est ça, fait que j'explorais un peu avec la forme, puis en pandémie tout le monde avait des chiens qui jappaient pendant leur Zoom, puis bref. Fait que, très sketch, j'intégrais des trucs, j'avais des images aussi pour appuyer mes blagues, fait que j'ai fait ça. Puis, en sortant de la pandémie, on dirait que ça me dérangeait plus de jouer devant moins de monde. OK. Puis, en parallèle, je suis tombé sur Maria Bamford. Ah oui, que j'adore. Moi, je pense que c'est ma préférée. Puis t'es sérieux? Je te dirais dans mes 4. OK. Dans mes 4. Ça, c'est la préférée à ma sœur. Ah ouais? Qui écoute probablement. On est allé la voir. On l'avait vue à Just for Love. Elle, si t'es... Écoute, moi, je la considère comme la musique contemporaine de l'humour. Parce que si t'es pas prêt à ça, c'est quand même une expérience. Ouais. C'est quelque chose de spécial, complètement unique. Là. Signature limite un peu épeurante, mais c'est vraiment... elle est formidable. Puis, justement, tu sais, j'étais pas fan de Maria avant tout récemment. OK. Tu sais, je pense que ça
ça m'a pris un moment à digérer le style, sa névrose, puis les voix. Ah oui. Puis les voix, ouais. c'est particulier, puis elle a un spécial devant ses parents. Ouais. Puis devant certains de ses amis, puis ça bouge comme ça, puis on dirait que, tu sais, il y a eu une partie d'humilité qui est venue avec la pandémie, tu sais, le clash entre jouer au Centre Bell puis jouer sur Zoom devant 20 personnes est assez violent. J'avais une blague dans mon show qui disait que je dois être le seul qui a fait le Centre Bell et son CV pour devenir agriculteur, tu sais, je pense que c'était ça qui était l'image, puis on dirait que j'ai fait sais-tu quoi, c'est ça qui est le plus important, tu sais, en humour, il y a quand même une mentalité de vente de billets, puis tu deviens populaire, puis ça devient rapidement ton objectif, puis tu penses plus en termes de c'est quoi le prochain move pour ma carrière, tu sais, puis t'en oublies ton art, ton craft, tu sais, tu te mets un peu à te perdre, puis à pas savoir tu sais, ce que t'as envie de faire, puis je trouvais que ça c'était parfait. Tu sais, jouer devant peu de monde. C'est vraiment d'être confronté à moi-même. Tu sais, je parlais jamais de moi dans mes autres spectacles. Tu sais, j'étais quand même très... j'étais dans le commentaire, j'étais plus engagé. Puis c'était mon objectif pour ce show-là. Fait que je me suis dit, je vais partir avec très petit. J'allais pas faire trop de promotion. Moi, je sais pas, je trouve que la promotion, ça dilue mon plaisir de création. Tu sais, je trouve que c'est du temps de perdu. Tu sais... C'est du temps à crier au lieu d'être du temps à écrire en silence puis à penser à ce que tu veux proposer puis aux gens. En plus, si tu mises sur faire quelque chose de qualité, les gens vont en parler par soi-même aussi. Exact. C'est mon pari qui n'est pas nécessairement le bon. On verra dans quelques années. C'est ça. Je te dirais que le plus rapide, c'est juste de faire des TikTok à tous les jours. Puis après ça, tu fais ce que tu veux. Mais bref, c'est pas pour moi. Puis est venue l'idée du local, mon endroit où je pouvais répéter, je pouvais jouer mon show à l'endroit où j'allais le jouer. Puis je me suis dit, écoute, il n'y a pas de question de prix, là. Tu sais, c'est chez nous, là. C'est pas un problème. Fait que je me suis mis à inviter les gens, puis c'était des idées, j'avais des thèmes. Il m'est arrivé ce qui m'est arrivé avec l'alopécie, la pelade, là, du jour au lendemain. On va en parler d'ailleurs un peu plus en détail de ça. Ouais, c'est ça, mais pour mettre en contexte, j'ai perdu tous mes poils depuis l'été dernier. Fait que est arrivé ce thème-là, puis j'avais envie d'explorer sur scène avec les gens, puis je voulais faire beaucoup de représentations. Je voulais pas jouer une fois par mois puis oublier le spectacle. Je voulais baigner dans le spectacle, puis y penser, puis rester dedans. Rester dedans, demain je le joue, ok, demain je le répète, parce qu'après demain je le joue, puis de tomber dans cette zone-là. Est-ce que tu l'as beaucoup modulé, là, justement tu faisais, bon, à soir, ce bout-là je le mets au début, après lui je le mets à la fin, tu fais toutes les combinaisons possibles devant le public? Je te dirais que la première moitié était assez similaire, mais la deuxième moitié j'essayais plein de trucs. Des 15 minutes complètement différents. Puis, tu sais, ça, j'ai appris ça un peu au jockey. Là. Ça me prenait un nouveau numéro par semaine. Fait que je suis quand même à l'aise avec quelques lignes. Puis je sais comment me rendre. Mais quand je disais que tu écrivais sur scène, est-ce que ça t'arrivait... Quand je voulais dire ça, c'est que tu tiens une idée. Tu avais une idée, mettons, je sais pas, tu te lèves le matin avant le show, puis tu sais comme, je vais parler de ce petit truc-là, t'as quelque chose de préparé un peu, mais pas de temps. Puis des fois, est-ce que ça arrivait, tu te disais, je vais y aller, puis je verrai ce qui se passe. Ok, tu le faisais, là, c'est ça. C'était vraiment ça l'objectif, parce que ça... quand t'écris sur du papier, tu te regardes. Puis quand tu te regardes, rapidement, tu essaies de te moduler, tu essaies de te créer une image de toi-même, ou tu sais, une personnalité qui est pas nécessairement la tienne, tandis que quand tu le vis devant les gens, t'es un peu confronté à ta sincérité, tu sais, fait que très vite tu comprends ce que tu veux dire. Mais t'as tout filmé? J'ai tout enregistré. C'est ça, t'as enregistré, pas filmé? Audio. Ah, OK. Je suis surpris. OK, tu voulais pas voir, non, tu voulais pas trop te regarder sur scène, voir comment ça... Pas tout de suite. OK. Pas tout de suite. Je vais le faire au ZooFest. Ouais, OK. Mais... Parce que ta structure est assez bien faite pour le ZooFest. Là. Tu sais où est-ce que tu t'en vas. Là. Ouais, le ZooFest, il y a une structure. En fait, depuis ma dernière représentation, c'est-à-dire vers le 10 juin, puis on est le 29, 28. Puis j'ai fait que ça, travailler ma structure. C'est vraiment le nerf de la guerre en ce moment. Puis j'essaie d'avoir une structure un peu comme un film.
Fait que j'essaie vraiment que ce soit une histoire avec un début, une fin. Mm-hmm. Tu sais, où... quelques éléments perturbateurs. Oui, quelques éléments perturbateurs. Puis qu'il y ait un apprentissage chez moi. Du début à la fin, il y a un sous-thème. J'essaie que chaque bloc parle de la même chose indirectement. Mm-hmm. Fait que... Tu fais des actes. Oui, c'est ça, je fais des actes carrément. Puis fait que c'est ça que j'ai fait avec mon matériel ces derniers temps, vraiment une structure narrative. Puis ça va être ça au ZooFest. Fait que ça va être les premiers tests narratifs. Mm-hmm. Puis après, je pars tout l'été, je fais des rodages dehors, à travers le Québec. Ça recommence. Est-ce que ça va s'appeler encore Chaise Pliante Tour 2? Le Chaise Pliante Tour. Pour ma tournée personnelle, ça va être le off Chaise Pliante Tour. OK, c'est bon ça. Fait que ça, tu vois, je pense que je vais peaufiner la structure, puis je vais être dans peut-être ajouter des blagues ou tu sais. OK. Là, comment tu organises ça? Tu bookes ça toi-même dans des différents endroits? Tu vas partir au Québec? Ouais, exact. J'ai pas de producteur. En ce moment, j'ai juste une agente. Fait que pour le moment, j'ai tout fait ça. Moi, c'est ma blonde qui a booké au final. OK. Puis je viens de changer d'agente. Fait que peut-être qu'à l'automne, je vais peut-être signer avec un producteur. Peut-être que je vais capter le spectacle. Je sais pas trop où ça se dirige. Moi, idéalement, je pourrais faire une tournée avec ce spectacle-là. Je trouve qu'il commence à prendre forme. Puis, je pense que c'est mon œuvre la plus aboutie jusqu'à présent. Fait que... Puis, œuvre personnelle, parce que là, revenons au titre. Les cheveux au vent, tu l'as mentionné tantôt. C'est le résultat, justement, de l'alopécie, cette maladie que tu as eue il y a 1 an maintenant? Ouais, ça a commencé au mois de juillet dernier. Mois de juillet dernier. 1 an a passé. Et ça... écoute, comment par où commencer? C'est un peu intense. Ça s'est passé en juillet dernier. Tu as commencé à perdre un peu tes poils. Là, tu étais un peu surpris, je présume. Ouais. Carrément, puis là, tu es allé voir un médecin et c'est là que tu as eu le diagnostic ou ça a pris plus de temps que ça? Mais ça a commencé avec la barbe puis la moustache. Fait que c'était vraiment... Oui, parce que j'ai vu des photos de toi à l'époque de tes poils, si on peut dire ainsi. Barbu. Puis t'étais assez barbu, c'est ça? Ouais, j'étais très poilu, là. Puis, ça a commencé là. Fait qu'au début, j'ai pas trop réagi. Je me suis acheté des genres de crèmes. J'avais un produit... j'avais un genre de rouleau qui fait des micro-trous dans ta peau. Puis j'essayais de stimuler la repousse de barbe. Bref. Pour quelle raison? Ben, dans le sens que tu savais pas trop exactement où est-ce que ça se dirigeait. Non, c'est ça. Puis là, c'était la moustache. Puis après ça a été les sourcils. Puis là, les sourcils, c'est mon premier indicateur de... Oh. Il se passe quelque chose. Puis j'avais un indice parce que j'en ai fait plus jeune. Hein? Ouais, j'ai fait de la pelade quand j'étais plus jeune. OK. J'avais perdu un rond derrière la tête. OK. Mais cœur poussé. Cœur poussé. Fait qu'à ce moment-là, j'étais un peu dans... Ça risque de revenir. Est-ce que c'est ça? Je pense que oui, mais on le sait pas, tu sais. OK. Fait que là, j'étais pas capable de rejoindre ma médecin. Fait que j'ai trouvé une dermatologue au privé à qui j'envoyais des photos de la situation. De la situation. Des photos d'endroits pas de poils. C'était vraiment ça. Puis elle m'a fait un suivi. J'ai vu ma médecin. Finalement, ça a été de la pelade. Puis quelques temps après le diagnostic, puis les quelques crèmes, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Beaucoup, perdre mes cheveux. Puis après ça, tout le reste du corps a suivi. Tout le reste du corps a suivi. Ouais, janvier, j'avais plus rien. Wow. Ouais. Et, en 6 mois. Ben là, c'est indiscret, mais si tu veux pas en parler, c'est correct. Non, vas-y, mais j'ai pas de... Mais écoute, je sais que t'es pas gêné d'en parler parce que puis ça fait partie dans ton show et c'est incroyable comment tu manies le sujet. C'est tellement drôle. Mais ça a dû être assez choquant, tout ça, non? Mm-hmm. Assez... Quand t'en es rendu aujourd'hui dans l'acceptation de ça? Je suis à l'étape où je suis content que ce soit arrivé. OK. Cool. J'en suis là. Je veux pas te révéler de punch là, si tu viens aux ZooFest. Ouais, mais oui, j'ai déjà mes billets. Donc, c'est la deuxième partie du spectacle. La raison pour laquelle je suis content que ce soit arrivé. OK. J'ai encore de la difficulté à gérer la réaction des gens. OK. Fait que ça, tu sais, mettons, ma grand-mère, mettons, c'était sa fête en fin de semaine, puis j'étais arrivé avec un chapeau, j'avais un petit chapeau, tu sais. Mm-hmm. Puis
est venue me voir, puis comme, tu sais, Charles, tu peux enlever ton chapeau, tu sais, on t'aime pareil. T'sais. Ouais, je comprends. Puis tu fais, ça vient d'une belle place, mais ce que tu me dis un peu, c'est que, je suis comme, je sais pas, t'as un peu le sentiment... Ouais, mais c'est une manière de dire je t'aime qui te fait sentir très laid. Ouais, je comprends totalement. Mais comme tu dis, ça vient d'une belle place. Ouais. C'est maladroit. Mais c'est essayer de leur faire dire on t'accepte malgré. Mais c'est pas malgré. Le pire, c'est que c'est ta grand-mère, c'est ça? Ben, oui, c'est ça. Elle fait ce qu'elle peut, là. Exact. Elle fait vraiment ce qu'elle peut pour se gérer elle-même avec ça. Puis elle-même, elle a des petits cheveux minces, fait qu'elle met une petite perruque des fois. Puis je pense que c'est sensible. Mais tu vois, il y a des réactions comme ça. Quand on me dit que je suis courageux. Ouais. Des fois, courageux. Okay. Y a des gens qui m'envoient. Il y a des études qui sont quand même avancées sur l'alopécie de traitement qui pourraient régler le problème. Okay. Puis il y a des gens qui m'envoient ça en me disant de garder espoir. Guérir. Oui, tu pourrais guérir. Puis il y a comme quelque chose où moi, je veux même plus penser à guérir. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est comme ailleurs. Je suis ailleurs. Là. Moi, c'est ça. C'est ma face, c'est ma tête, c'est mon corps. Puis tu sais, de me dire ça, je sais pas, c'est comme si justement tu faisais en sorte que ça restait un problème. Puis pour moi, ça n'en est pas un. C'est juste ce que je suis, tu sais. Ah ouais. Puis ça, c'est drôle, hein. C'est ça, les gens vont s'imaginer ton problème d'une... Ben, je dis, gars, c'est même pas ton problème, mais c'est ta situation. Ouais, c'est ça. Puis qu'ils vont transformer ça en problème, puis qu'ils vont dire, bien, ça peut aller mieux comme ça. Mais tu sais, ça dépend de chacun. Moi, je connais une fille qui a l'alopécie. C'est une comédienne, chanteuse, connue dans le milieu, mais elle s'est fait du fun avec ça. Elle a décidé, tu sais, elle a une collection de perruques hallucinante. Elle se donne des looks, cheveux longs des fois, le lendemain, non, des fois rien, après cheveux courts, puis tu sais, elle fait du théâtre de jeunesse aussi, de bord, tu sais, elle est vouée à toujours se costumer, puis mettre bon, puis elle a décidé d'y aller autrement. C'est cool aussi, tu sais, je veux dire, et après, c'est chacun, en fait, c'est ça l'affaire, c'est que les gens ont de la misère à comprendre, c'est que c'est ta situation, puis tu fais ce que tu veux avec celle-là, tu sais. Moi, je t'avoue que la seule chose qui m'a surpris dans ton alopécie, c'était la rapidité à laquelle tu t'es tourné vers elle pour t'inspirer à écrire un show. Ouais. J'ai comme fait, wow, est-ce que c'était... Le psychologue en moi. Est-ce que c'était ta thérapie? C'était une thérapie pour passer à travers, puis de faire... Tu sais, parce que sur scène, il y a des moments où est-ce que tu vas aller ridiculiser toute cette situation-là quand même assez fort. Puis c'est malade parce que tu peux pas... T'es obligé de rire parce que tu l'amènes tellement loin dans le concept du show. Puis je me souviens qu'à un moment donné, je riais, puis je me disais, mon Dieu, il est allé là. Puis là, je regardais autour de moi, puis ça devenait une fête. Tu sais, ça devenait une fête parce qu'on était comme, OK, le gars qui est devant nous rit de lui-même, mais en même temps, il se rend pas non plus au ridicule. Il rend au ridicule la situation, puis ça devenait le fun, tu sais. Exact. Puis c'est un superbe moment. Écoute, c'est quand même une des raisons pourquoi je t'invite aujourd'hui, parce que c'était mon premier show d'humour depuis des années que je peux aller voir live, puis ça a commencé avec toi, puis j'ai comme fait... J'étais impressionné de comment tu as réussi à manier ça, puis je savais pas cette information-là. Ça faisait combien de temps? Puis c'est quand je l'ai appris, j'ai fait « Wow, OK, il a pas niaisé avec la maladie. Il a décidé de la prendre avec ses deux mains puis de la manier. » C'est aussi... premièrement, merci en fait, pour les beaux mots. Puis deuxièmement, ça vient d'une nécessité aussi. Moi, c'est mon métier, monter devant les gens. Fait que en plein milieu du processus, j'avais pas le choix d'expliquer. Ben oui, c'est ça. J'avais pas le choix de l'attaquer frontalement. Fait que après ça, le show s'est écrit par lui-même. La suite logique est venue. Puis, moi, comme je te disais, je suis quand même quelqu'un d'assez privé. Puis je me dévoile pas beaucoup. Puis je pense que c'est ça la beauté de mon alopécie, c'est que ça m'a forcé à me confier puis être un peu plus vulnérable. Puis, c'est ça que ça a fait, ma condition. Ça a fait, hey, écoute, parle-nous puis dis-nous ce qu'il y a parce que on le voit, tu sais. En tant qu'humoriste, comme tu disais tantôt, d'habitude, je faisais quelque chose de plus qui était sur l'observation, tout ça. Là, écoute, c'est personnel, là. Tu peux pas être plus personnel qu'en ce moment. Non, comme show, impossible. Et probablement que si cette situation-là n'était pas arrivée, peut-être tu n'aurais pas plongé au cœur de ta propre personne pour parler autant. Jamais. Puis, tu sais,
j'avais des blagues. Je parlais du défi tête rasée, en fait, dans mon spectacle gratte-ciel. Okay? J'ai le don de choisir les thèmes les plus joyeux, rassembleurs. Ah, ouais. Puis il y a une partie de moi qui était un peu critique du défi tête rasée. Tu sais, les blagues, c'était beaucoup être chauve. Je le prendrais personnel, tu sais, que ce soit un défi. Puis, tu sais, ce que je remettais en question, c'était beaucoup que les gens qui ont le cancer, tu sais, ils perdent leurs cheveux. Puis ça devrait être le dernier de leurs soucis. Puis c'est quand même quelque chose qui les rend émotifs. Tu sais? Ouais. Puis le look. Ouais, puis ma pensée, c'était comme, hey, tu sais, ta vie est en jeu, là. Tu sais, on s'en fout complètement de ton apparence, là. Tu sais, tu devrais juste te raser dès que tu le sais, puis en profiter. Puis je faisais des blagues là-dessus, puis je riais de la manière que les gens allaient approcher une amie qui avait fait le défi tête rasée, tu sais. Parce que c'était une fille, puis là, tout le monde parlait de la forme de sa tête, tu sais, alors que... Qu'on allait voir son crâne. Oui, c'est ça. Puis, on voit plus tes oreilles, puis c'est un peu plus décollé, mais gars, écoute, c'est humain, puis... Tu sais, des affaires de même, là. T'sais, puis j'invente rien, c'est ça qu'on leur dit, puis j'étais un peu critique de ça, puis j'étais comme, mais voyons que c'est aussi important, tu sais. Ben oui. Puis quelques années plus tard, ben... je perds tout, puis on me dit tout ça à moi, tu sais. Toute cette réflexion-là que tu avais sur le sujet t'a rebondi dans la face. Exact. J'avais déjà comme un recul sur cette situation-là, mais là, tu sais, j'avais aussi la perception des gens qui perdent leurs cheveux. Tu sais, parce que tu veux juste qu'on te parle pas de ça une fois. Puis j'étais comme, c'est pour ça qu'ils mettent toutes des perruques, tu sais. C'est juste pour... pas avoir le cancer une journée, tu sais, fait qu'on on dirait que ça m'a vraiment aidé à construire le spectacle, puis cette idée-là d'être plus honnête avec moi ensemble, ça a créé ce que je présente. Tu parlais de perruque, t'as-tu déjà pensé à ça? Je pense pas en ce moment, du moins, là, mais t'as-tu déjà pensé des fois de justement prendre une vacance, comme tu dis, de ces questions-là? Non, j'aurais pas été... Mais je parle même aujourd'hui, là, des fois ça t'arrive-tu, tu dis, là, je m'en vais faire tel truc, ça me tente pas. De me faire achaler, ou tu fais non, tant pis. Ben, tu sais, des fois, j'ai ma tuque, puis mes lunettes, puis c'est comme, je marche vite. Puis ça fait la job. Ouais, c'est ça, puis tu sais, il y a personne qui fait, pourquoi il y a ça, tu sais, tout le monde a des couvre-chefs, puis tout le monde a des lunettes, tu sais, c'est pas... oui. Fait que je le fais, mais la perruque... non, je l'utilise dans mon spectacle, mais pas pour pas pour me cacher réellement. Non, c'est ça. Mais c'est cool. Écoute, est-ce que tu sais par cœur tes dates de ZooFest où il faut que j'aille les chercher absolument? De mémoire, c'est le 14, 21 et 23 juillet. Absolument. À la balustrade du Monument National à 20h45. Belle petite salle en plus. C'est la plus belle salle du ZooFest. Elle est vraiment le fun. Puis dépêchez-vous, ça va partir vite ces billets-là. Du moins, j'espère. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, pour revenir à ton show que tu avais fait, ton show Internet, si on peut dire ainsi. T'as-tu écouté le dernier de Norm Macdonald? J'ai commencé. Spécial un peu, hein? Ouais. Quand même qui a fait ça, c'est un peu dans le même sens, sauf qu'il le faisait pas devant un public, parce que toi t'avais un public justement Zoom que tu fais voir. Lui c'était comme dans le vide. C'était un drôle d'exercice, mais j'ai quand même apprécié. Par lui-même devant son laptop, pas de décor, rien. très Norm Macdonald. Ça peut pas être plus lui que ça là. En tout cas très bizarre. Je l'ai commencé, mais j'étais un peu émotif. En fait, ça m'a au début je pense que j'avais de la peine. Je pense que ça va peut-être trop ramener à moi-même, mais de voir un humoriste en fin de vie devant personne. Et qui avait dit à personne qu'il était malade. Exact, tu fais on est tout seul jusqu'à la fin. Hein. On dirait que c'était ça que j'avais au début du spectacle qui fait que je l'écouterai dans 2 ans. T'sais. Exactement. Non, c'est ça. Exactement. OK, mais écoute, cher ami, c'est l'heure de la prescription. OK, alors vas-y, c'est toi qui lance. C'est moi qui lance? Oui. Je vais rester quand même dans la thématique du podcast. Ma première suggestion, c'est un spectacle de Tig Notaro, qui est une humoriste que j'adore. Je parlais de mon top 4. C'est définitivement une humoriste de mon top 4.
Yes. Elle a un spectacle qu'elle a fait en 2012 qui s'intitule Live, qui est disponible sur Spotify si vous voulez l'écouter en audio. Puis c'est la pire année de sa vie. En fait, elle a eu le cancer, elle s'est séparée. Ouais. Sa mère est décédée. Elle a eu la bactérie mangeuse de chair. Ah non, puis, c'est malheur par-dessus malheur. Malheur par-dessus malheur, puis elle est au plein milieu de cette crise-là. Puis c'est un spectacle qu'elle a écrit peut-être en 1 semaine, 2 semaines. Puis l'enregistrement, c'est elle dans ces moments-là. Puis je pense qu'il n'y a pas de plus grand spectacle d'humour que ce spectacle-là. OK. Selon moi, c'est l'événement le plus unique que j'ai pu écouter en humour. Écoute, j'en ai vu un petit peu d'elle. Je connais pas très bien son univers. Je connaissais les drames surtout. Hélas, je connais surtout les drames de tout ce qui s'est passé, mais j'ai pas vu... Ça, c'est le show en réponse à tout ça. Là. Ouais, exact. Puis ça peut servir comme rampe de lancement vers le reste de son œuvre, parce que moi, je trouve que tout le reste vaut la peine. Là. Elle a des numéros tellement originaux. Elle a un numéro dans un de ses spectacles où elle attend l'arrivée des Indigo Girls, le band sur scène, puis c'est 10 minutes où elle attend peut-être les Indigo Girls, peut-être pas. Elle a un spécial qui est 100% dessiné. OK. Fait que c'est la captation audio de son spectacle, mais avec des dessins. Oh, wow. Puis moi, je la trouve vraiment originale. Moi, ma première année au ZooFest, j'avais un numéro où je faisais semblant que c'était ma fête. Puis à tous les soirs, j'avais le même surprise party avec la même vidéo de mes proches qui me souhaitaient bonne fête, puis tout le monde partait de là en se disant hey, j'étais là le soir de sa fête, tu sais. Puis à la fin du festival ils se sont rendus compte que ça a été ma fête pendant 3 semaines là, tu sais. Puis je suis né en janvier, fait que c'est pas ça mais je trouve que elle a une approche unique avec le stand-up où elle prend son temps, puis elle se permet des folies comme ça. Elle a un numéro avec le tabouret qui glisse très longtemps, mais bref, Mais et aussi très bonne actrice. Elle joue dans un paquet de films, puis elle fait toutes sortes de rôles. Elle est assez impressionnante. Moi, à mon tour, c'est un podcast que je suggère, en fait. Un podcast d'humour, j'en profite ici. Donc, le Tim Dillon Show. Tu connais-tu Tim Dillon? Je connais Tim Dillon. J'adore Tim Dillon. Et j'adore son show. Parce que il a pris le fameux concept, justement, de Bill Burr, dans lequel il fait le Monday Morning, où est-ce que c'est un rant, c'est du chiolage il chiale pendant 1 heure. Il chiale pendant 1 heure, mais si tu écoutes beaucoup son podcast à répétition, tu vas en 1 an, tu vas trouver tout son matériel de sa nouvelle heure. Ah ouais? Elle est toute là. C'est comme ça qu'il écrit. Il s'installe jamais devant un clavier, jamais. Il écrit juste en enregistrant, puis en écoutant. Donc, il fait son épisode seul dans son garage, littéralement. Bill Burr, il fait ça dans son garage. Il se réécoute, puis après, il va chercher. Ah, ça, c'était pas pire, ça. OK, je le prends, puis... Mais sans réponse. Ce que j'aime du Tim Dillon, un gars de 35 ans, probablement l'humoriste homosexuel le plus connu en ce moment, le plus populaire, je dirais. Probablement. Et qui fait son coming out, qui est très, très ouvert là-dessus, et qui est assez dur, moi, que je trouve délirant. Et il a décidé de faire un peu la même chose que Bill Burr, mais la différence, c'est qu'il a un assistant qui était avec lui tout le long, à côté de lui, carrément avec un laptop. Et cette personne-là, son seul travail, c'est de trouver, d'énumérer des faits dans les journaux, puis lui, il commente. Et c'est son seul public aussi, parce que souvent, son recherchiste, il est crampé. Ça nous donne donc on a un indice de rire qui est devant nous quand on l'écoute, ou encore en audio. Vous pouvez trouver ça sur YouTube, vous pouvez trouver ça Spotify, iTunes, etc. Et il y a une espèce de je dirais pas une collaboration, parce que même son assistant, on sait son nom c'est Ben, mais on sait rien de lui, on sait absolument rien. Il est juste là pour aider un peu une présence scénique, si on peut dire ainsi, avec un décor pas très beau en arrière, mais tout est dans le contexte. Et il est fascinant, ce Tim Dillon. Il a une façon de réfléchir. C'est à une vitesse que je comprends littéralement pas. Puis il ne peut pas scripter ces heures-là à chaque semaine, ça se peut pas. Non. Mais on dirait que c'est scripté. C'est ça qui est assez fascinant. Il y a une certaine rage aussi, Tim. Ah oui, une petite rage, une pas pire rage qui m'amuse beaucoup. Et c'est tout et rien. Je veux dire,
il va dire à un certain moment que c'est la plus belle chose et dans 2 instants plus tard, il va dire que c'était épouvantable. Il se contredit constamment. Ça, j'adore. J'adore quand les gens sont en contradiction. C'est très amusant. Lui, c'est le cas. Et il est amusant. Écoutez, regardez ça si vous aimez ça. Et il sera pas, hélas, il ne vient pas à Montréal cet été, mais il sera à Toronto en septembre et j'irai le voir. Alors, un point final. À ton tour. À mon tour, je vous recommande un show sur Crave de Julio Torres qui s'appelle My Favorite Shapes. Tu connais aussi, tu veux? Ben oui, j'adore. Ah, moi, tu vois, c'est un show qui a changé un peu ma conception de l'humour. OK. C'est-à-dire, il y a un décor fabuleux, puis c'est 1 heure sur ses objets, ses formes préférées. Ouais. Puis je trouvais tellement qu'il y avait une authenticité, puis une originalité. Tu sais, je trouve que on est à une époque où l'humour est pur, puis l'humour est minimaliste, puis on y va sans décor. Je trouve que lui est arrivé avec une proposition, tu sais, c'est juste... c'est un tapis roulant d'objets. Ouais. C'est futuriste. D'ailleurs, pour Internet Aventure, je me suis complètement inspiré des couleurs de son décor. Pour ton show? Ouais, pour mon show. OK, cool. Puis, je me rappelle finir ce show-là puis me dire, wow, l'humour, ça peut être ce qu'on veut. Ça peut être absolument ce qu'on veut. Mais des fois, on l'oublie. Il y a comme puis aussi une économie de moyens. Hein. Je veux dire, pour son show, Julio, il y a quand même eu du travail en arrière de ça. Puis il y a quand même des dépenses, on va le dire, pour offrir quelque chose qui est différent. Mais c'est admirable aussi, parce que comme tu dis, ça peut être ce qu'on veut. Cet été, moi, je suis bien excité d'aller voir à Montréal, il y a Neil Brennan qui vient avec son nouveau show qui est avec un gros décor. OK. Et mise en scène de Derek Delgadio, qui est le gars qui est un magicien que j'admire énormément, qui a fait In and of Itself, un de mes shows préférés. Il faut que j'arrête d'en parler, j'en parle trop souvent, show aussi. Est-ce que c'est In and of Itself? Est-ce que c'est le spectacle où chaque personne est importante, puis il y a quelqu'un qui revient? Ben, en fait, c'est que oui, exactement. Puis c'est incroyable, ce spectacle. Ben, avant de rentrer, il y a comme un board dans lequel tu dois décider I am, je sais pas, un professeur. Tu prends ça. Ou est-ce qu'il faut que tu aies ton identité, puis c'est ton ticket pour rentrer. Puis là, tu déchires ton ticket et tu donnes ton identité dans une espèce de chapeau, si on peut dire ainsi. Et là, c'est le spectacle commence avec ça. Puis bref, ce magicien-là qui a fait ce show-là, c'est lui le metteur en scène du spectacle à Neil Brennan. Donc, cet été... donc, c'est toujours cool que, justement, on change, qu'on casse un peu le modèle de scène de l'humour, parce que c'est assez rigide quand même en général. Les gens, comme tu dis, surtout le stand-up. Tu sais, il y a une époque au Québec où est-ce qu'il y avait tellement de l'humour visuel. L'autre fois... Oui, c'est vrai. Mais parce que j'en parlais avec David Bocage, parce que, écoute, c'est drôle parce qu'il fait une grosse blague dans son show sur Daniel Lemire. Et c'est très drôle. Mais Daniel Lemire revient là, sur scène cet automne. Ah ouais? Il fait son retour. Ouais, solo? En solo. Ben, en solo avec un musicien sur scène. OK. Il reprend tous ses personnages d'il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, je sais plus là. Mais en tout cas, ces personnages-là reviennent tous. Et ça va être encore des costumes, une scène, tout ça. Il refait ce qu'il faisait. Mais lui, il y avait quand même du budget pour ses shows. Oui. Il y avait beaucoup de... Puis il y avait même des fois, il engageait des comédiens sur scène pour interagir dans son sketch qui montait. On n'a plus beaucoup ça aujourd'hui. Non. C'est comme si c'était rendu démodé. Mais moi, je pense encore que c'est minimiser les coûts, hein, parce que pendant longtemps, avant, on avait des bands, des fois, de 8 musiciens sur scène. Trouve-moi un band qui dépasse 3 musiciens en ce moment. 4, 4, c'est quand on a pas mal d'argent pour une prod, mais 5, wow. 5 musiciens, c'est rare maintenant sur une scène. C'est comme la... Il y a vraiment une étude à faire sur le rapport entre l'économie puis les créations artistiques. Et le mais ça. Même l'humoriste, c'est ça, au final, c'est une personne. On se limite à une, on fait « Prends ton micro, garde. C'est assez. Mais des fois, c'est le fun d'en rajouter. Mais j'ai hâte de voir, tu vas avoir un décor là, pour ton show. J'ai un petit décor, puis possiblement du vidéo. J'espère que ça va être prêt pour juillet, mais... Il y a de préparation vidéo. Là, c'est pas énorme, mais bref, je trouve que ça ajoute au spectacle. Puis, mais justement, le machin dont tu me parlais, j'ai un segment dans le show, je suis pas encore certain que je vais faire, mais qui est directement inspiré de ce spectacle-là. T'es sérieux? Ouais, fait que tu me diras... J'ai hâte. Si tu l'as repéré. Mais ça. Puis, t'as une dernière suggestion.
Oui, je termine avec une suggestion. C'est un spectacle qui vient tout juste de sortir, que tu as peut-être écouté, de Gerard Carmichael. Non. Non, oh c'est quoi? C'est Gérard? Gerard. Ah, Gerard! Ouais, oui, exact. Oui, il est drôle, mais je l'ai pas vu son... C'est à voir. C'est vraiment à voir. C'est réalisé par Bo Burnham. Oui. Que c'est une réalisation lichée. C'est dans un jazz club. Gerard est assis sur une chaise tout au long. OK, ouais. Il est calme. Ouais, très calme. Bizarre. Un peu comme Cosby, en fait, à l'époque. Là, carrément sur une chaise. Puis c'est... je sais pas si je peux vendre le punch, mais je pense que ça le dit quand même dans la description, mais c'est son coming out, en fait. Oh, ouais. OK. Puis ce qui est fascinant de ce spectacle-là, c'est la fin. Parce qu'on parlait justement de crowd work puis de relations avec la foule, mais vers la fin, il y a une inversion des rôles. C'est le public qui prend charge du spectacle. Puis ça remet en question un peu peut-être notre manière de traiter la foule ou les gens qui se présentent au spectacle. C'est vraiment un beau moment final. Puis j'ai une autre suggestion, si je peux me permettre. Please. Puis c'est un grand ami de Gerard, justement. OK. C'est un humoriste, Colin, le nom m'échappe, ça tombe bien, mais c'est un spectacle qui s'appelle Red, Blue, Green. Red, Blue, Green. Qui est sur Crave aussi. Je vais le trouver dans un instant. Red, Blue. Gerard, dans le fond, a réalisé son premier spectacle sans public avant la pandémie. Puis c'est son premier spectacle avec public. Drew Michael. Drew Michael, exactement. Voilà. Je vous le recommande aussi. Je connais pas. On parle d'humoriste personnel, je pense que c'est peut-être celui qui l'est trop. OK. Un peu trop consciencieux lui-même. Puis il y a une belle coquille à la toute fin du spectacle qui vaut la peine au niveau de la réalisation. OK. Ben là, écoute, merci pour les suggestions. C'était vraiment cool de passer un moment avec toi. Ben, plaisir partagé. Merci de m'avoir invité. Écoute, et bonne finition de spectacle. On va aller voir ça pendant le ZooFest. As-tu d'autres choses à plugger en même temps? Si t'as envie, c'est là. Tout le mois d'août, avec mon autobus, on s'en va à Trois-Rivières, Bromont, on va à l'île d'Orléans, on va en Gaspésie, Tadoussac, Saguenay. Fait que si vous êtes en vacances au mois d'août, apportez votre chaise pliante, puis venez voir un spectacle. Mais si on veut voir toutes ces dates-là, sinon on va sur ton site internet. Ouais, exact. Ça va tout sortir dans la prochaine semaine. Internet, Facebook, Instagram. Charles, merci beaucoup. Merci, Fred. À bientôt. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.